Bonjour et bienvenue sur cette vidéo coup de cœur de mon enfance. Je vais vous présenter 8 livres ou mangas que j'ai adorés dans mon enfance. Je pourrais pas garantir que je les adorerais autant maintenant, mais ça m'a marqué. J'ai retenu l'univers, j'ai retenu les aventures qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc c'est une vidéo multi-visage, hein. C'est aussi bien des recommandations pour vous si jamais ça vous intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des livres jeunesse malgré le fait qu'ils ont déjà dépassé l'âge depuis un moment, mais vous pouvez aussi recommander ces livres à des jeunes dans votre entourage. Je vais commencer avec la trilogie Le Maléfice de Cliff McNish aux éditions Folio Junior. Rachel et son frère font d'étranges cauchemars. Ils voient des sorcières monstrueuses et des enfants perdus dans la neige, jusqu'au jour où ils sont eux-mêmes entraînés dans le monde sombre et glacé d'Itrea, le monde de Dragwena la sorcière, la plus maléfique des créatures. Ils découvrent alors qu'ils possèdent d'étonnants pouvoirs. Ça fait partie des livres que j'ai eu il y a tellement longtemps que je pourrais pas vous dire grand chose de plus que le fait qu'ils vont se retrouver effectivement dans un monde de magie. Eux qui sont visiblement doués de pouvoirs vont en fait découvrir dans ce monde que leurs pouvoirs sont décuplés et qui sont particulièrement puissants. Et je me souviens qu'ils vont devoir combattre cette sorcière d'une manière ou d'une autre avec l'aide d'autres enfants qui auront également d'autres pouvoirs. Je pense que ça doit faire partie de mes tout premiers coups de cœur fantastiques de mon enfance. Ça doit probablement faire partie des tout premiers romans qui m'ont donné envie de lire plus de magie, plus de fantastique, et qui m'ont donné aussi envie d'en écrire. Je me souviens que je suis sortie de cette trilogie avec un énorme manque. J'avais besoin de continuer à lire les aventures de ces personnages. J'avais adoré leur puissance, leur capacité, leur talent hors du commun, et la façon dont ils s'étaient débrouillés pour se sortir des griffes de cette sorcière. J'avais vraiment une sensation de regret à l'issue de la lecture, et c'est fou parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de romans qui m'aient laissé une telle impression quand j'étais aussi jeune. Ensuite, je vais vous parler de Golem, écrit par Elvire, Loris et Mario de Muraille, chez Pocket Junior. C'est une intégrale, ce dont je vous parle en fait. Moi, je l'ai lu en intégrale. En fait, ma prof de 6ème nous avait demandé de lire le premier tome. Je pense pas qu'elle avait prévu de nous faire lire plus. Et j'étais déjà grande lectrice à cette époque. Et j'ai vu que c'était une histoire qui me donnait super envie de lire. Et j'ai demandé à ma mère de m'acheter carrément l'intégrale parce que l'intégrale était disponible. Et je me souviens que je me ramenais avec cet énorme pavé au collège et que la prof me disait « Mais dis-moi, c'est quoi ce pavé ?» Et je lui montrais. Et elle découvrait que c'était en fait le bouquin qu'elle avait recommandé, mais bon, version toute l'histoire. Et je me suis enfilé ça, mais tellement rapidement, j'ai adoré. Incroyable, Majid Badak, un des cancres de la redoutable 5e 6, a gagné un superbe ordinateur. Jean-Hugues, son prof de français, l'aide à se connecter. Devenu Magic Berbère sur le net, Majid joue en réseau avec son professeur jusqu'au jour où leurs écrans sont envahis par Golem, un jeu inconnu. Le joueur y est invité à se fabriquer sa créature, son golem. Mais plus Jean-Hugues et Majid progressent dans le jeu, plus il se passe des choses inquiétantes dans la cité des 400. Des fumées électriques sortent de nulle part, un monstre hante les caves et beaucoup trop de gens s'intéressent à l'ordinateur de Majid. Je vais vous avouer une chose, je ne me souviens plus du tout de ce que ça raconte. Je sais juste que j'avais adoré. Le résumé n'est pas suffisant à mon avis pour comprendre ce qui se passe. Je me souviens juste effectivement de ces passages où le professeur ou Majid passait son temps sur son ordinateur et créait cette espèce de golem. Donc on avait en fait cette créature qu'il pouvait customisé vraiment à souhait. Et honnêtement, je me souviens plus de rien pour le reste. Je sais juste que j'avais adoré. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je peux pas dire plus, à moins de me respoiler puisque j'ai tout oublié pour pouvoir vous raconter plus de choses. Mais je vais pas le faire. De toute façon, ces livres-là, comme je le dis toujours, je ne vais pas les relire parce que c'est des choses que j'ai appréciées quand j'étais plus jeune. Et donc si je les lis, je vais gâcher un peu la magie puisque je ne vais plus les lire de la même manière. Je vais être déçue forcément puisque je vais avoir une attente qui ne va pas être présente. Et en plus ça, je ne suis plus le public cible, donc je ne vais forcément pas être aussi touchée que si j'avais l'âge pour lire ces romans-là, je pense. Ensuite, je vais vous parler d'un manga plus anima de Natsumi Mukai aux éditions Taifu Comics. C'est un manga que je n'ai jamais terminé, je ne sais même pas si la série est terminée, je ne sais même pas si tout a été publié, et je ne sais pas combien de tomes ce manga fait. À cette époque-là, j'avais une amie en fait qui me prêtait beaucoup ses mangas. Elle s'achetait régulièrement des tomes de par milieu dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et elle avait commencé la série Anima Plus. Enfin, je dis tout le temps Anima Plus, mais c'est plus Anima. C'est l'heure du voyage et des rencontres pour Kuro, le plus anima du corbeau. Parti en quête d'autres personnes présentant les mêmes particularités que lui, il va faire la connaissance de compagnons de voyage surprenants et valeureux. Un poisson, un ours, une chauve-souris, tels seront les animaux qui accompagneront le corbeau dans sa découverte du monde, à la recherche de nouveaux amis, mais aussi de tolérance. Ça, j'ai découvert donc au lycée, et j'ai adoré ça. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que ça raconte plus, ça se trouve ça part complètement dans un délire et que c'est plus très agréable. Mao, qu'est-ce qu'il y a? Mao, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que
tu viens faire? T'es contente? Tu ronronnes? J'ai une ronronneuse qui vient m'interrompre. La ronronneuse professionnelle, Madame Tarionnette. Qu'est-ce que ça ronronne fort, ces petites bêtes-là? Oh là là, elle se sent seule là. Ça a l'air un petit peu enfantin d'après le résumé, je pense que ça l'est probablement un peu, mais j'en ai un excellent souvenir. En fait, ça raconte, parce que le résumé ne dit vraiment pas ce que ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui peut faire apparaître des ailes de corbeau dans son dos. Il les a pas constamment, il les fait juste apparaître quand il veut. On ne sait pas comment il a obtenu ces ailes de corbeau, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours été comme ça, ou peut-être qu'il a toujours été comme ça, finalement je ne sais pas. Même moi je ne sais pas, vous voyez, j'ai même pas la réponse à cette question. C'est un grand mystère, c'est un mystère pendant pas mal de temps, je ne sais pas si c'est dévoilé très vite, je pense pas. Par contre, lui il va rencontrer des amis qui eux savent depuis combien de temps ils ont leur pouvoir, donc il va rencontrer une sirène, il va rencontrer un ours, et il va rencontrer d'autres personnes, et donc d'autres créatures. Il me semble qu'il y a une oie blanche, et en fait quand je dis oie blanche, c'est bien sûr la personne a des ailes d'oie, dis donc. Et l'ours, c'est juste sa main qui se transforme en patte. Et ces amis ces personnes vont se rencontrer, vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs en commun, et vont commencer des voyages ensemble, et affronter des dangers ensemble, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en réalité, ces pouvoirs, visiblement, apparaissent pile poil au moment où ils sont sur le point de mourir, de quelque chose que la transformation va contrer. Donc par exemple, il y en a un qui chute dans le vide, il va avoir des ailes qui vont lui pousser dans le dos juste avant qu'il atteigne le sol, etc., etc. J'adore le concept et je regrette un petit peu de ne pas avoir terminé cette série, de ne pas avoir continué en tout cas. Il doit y avoir matière à faire beaucoup de mangas là-dessus. Si vous avez lu la suite, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup que je reprenne la lecture et que je continue. Si ça se trouve c'est vraiment très enfantin et c'est plus du tout de mon âge et j'ai complètement oublié. Ensuite, on va passer à Cœur d'encre de Cornelia Funk chez Hachette. Je pense que tout le monde connaît Cœur d'encre, mais je peux me tromper. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais au collège. Je l'ai lu au CDI de mon collège et je me souviens qu'il y avait que le tome 1 de sortie à mon avis à cette époque. Et puis des années après, alors que j'avais adoré ce bouquin et que j'avais jamais lu la suite, et je n'ai toujours pas lu la suite d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a un film qui est sorti, que j'ai toujours pas vu. C'est bizarre parce que j'ai adoré ça et au final j'ai pas donné suite, mais c'est parce que moi quand il y a beaucoup de temps qui passe, je ne donne pas suite au final. C'est surtout que j'ai pas eu beaucoup de temps pour me remettre à lire. Je vais vous lire le résumé. Maggie, 12 ans, vit seule avec son père, Mo. Comme lui, elle a une passion pour les livres. Mais pourquoi Mo ne lit plus d'histoires à voix haute? Ces livres auraient-ils un secret? Leurs mots auraient-ils un pouvoir? Un soir, un étrange personnage frappe à leur porte. Alors commence pour Maggie et Mo une extraordinaire aventure, encore plus folle que celle que racontent les livres. Et leur vie va changer pour toujours. Je sais pas comment parler de ça sans trop en dire. Je pense que je suis obligée un petit peu de parler de l'intrigue initiale. On est dans une maison où il y a vraiment des bouquins partout. La famille, elle est fan de bouquins. La mère, malheureusement, de Maggie a disparu. On n'en sait pas trop là-dessus au début. Et le père de Maggie, qui avant lui disait des histoires, comme dit le résumé, a décidé de ne plus lui en lire et refuse à Maggie de lire des histoires à voix haute. Et il s'avère effectivement que lire à voix haute pour le père de Maggie, c'est quelque chose d'un petit peu dangereux. Et donc Maggie, je crois, va un jour décider de lire un livre à voix haute. Je ne sais franchement plus pourquoi. Il me semble que c'est ça qui se passe. Elle va lire un livre à voix haute et un étrange personnage va venir toquer à la porte. J'ai adoré le concept choisi par l'auteur, la philosophie un petit peu qui en découlait. C'est compliqué de ne pas spoiler, hein. Les personnages, je me souviens, étaient très forts. J'ai beaucoup aimé certains personnages, il y en a un en particulier qui m'a marqué et qui est pourtant un personnage secondaire au final. Je vais pas en dire plus parce que, comme vous le voyez, je suis déjà en train de lutter pour ne pas spoiler. C'est un bouquin que je recommande, mais si vous l'avez lu, si vous avez lu la suite, si vous avez vu le film, que le film raconte bien tout jusqu'au bout, je ne sais pas, je serais preneuse de recommandations. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de lire la suite? Est-ce que ça part un petit peu dans tous les sens? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Ensuite, je vais vous parler de La Princetta et le Capitaine, de Anne-Laure Bondou chez Hachette. La Princetta de Galnici rêve de voyage et de liberté. Refusant d'être mariée à 15 ans, elle prépare son évasion en compagnie de sa femme de chambre et amie, avec la complicité de l'archonte, intendant du royaume. Mais sa première traversée va s'achever tragiquement, et à cet incident vont succéder de nombreuses épreuves. Errance, souffrance, emprisonnement, jusqu'au voyage initiatique qui l'amène avec quelques compagnons au cœur de ses propres tourments dans l'archipel. C'est pareil, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Ça, c'est encore un livre que j'ai lu à l'époque du CDI de mon collège, où j'ai emprunté des tonnes de bouquins là-bas. C'est là où j'ai lu les Mondes des Willan, la quête des Willan. J'ai vraiment lu beaucoup de choses là-bas. La Princetta et le Capitaine, c'est l'histoire de cette princesse qui a des rêves de voyage, a des rêves d'ailleurs.
On lui dit que sa vie ce sera ça et c'est tout, et qu'elle devra obéir, et qu'elle devra se tenir à son rôle. Son précepteur va beaucoup lui raconter de choses sur le monde extérieur, et ça va trop lui donner envie de fuir en fait, et de vivre sa petite vie, et c'est ce qu'elle va faire. Bref. C'est l'aventure de la Princetta qui n'a pas peur d'aller à certains extrêmes pour pouvoir vivre la vie qu'elle a souhaité vivre. Il me semble que dès le début, elle se coupe les cheveux pour ressembler à un garçon et puis s'en va sur un bateau. Ça démarre ici. C'est aussi une romance, c'est plein de trucs en fait cette histoire, mais principalement ça finit dans les larmes. Donc pour ceux qui aiment pas les histoires tristes ou les histoires émouvantes, je dirais passez votre chemin, et vraiment, parce que si j'avais su, je ne sais même pas si je l'aurais lu, c'est une histoire vraiment super, hein, je ne dis pas le contraire, mais moi, je n'aime pas pleurer, je n'aime pas les histoires tristes, je préfère que les happy endings, que les trucs joyeux, je déteste vraiment tout le reste. Et donc, La Princetta et le Capitaine, il faut vraiment s'accrocher pour le lire. C'est vraiment la raison pour laquelle je le relirai jamais en fait. Mais ma sœur par exemple, qui est particulièrement masochiste, a décidé de le relire, je me souviens. Peut-être quelques années après l'avoir lu une première fois, je sais plus. Je sais que certains adorent pleurer devant des bouquins quand c'est bien fait, je suppose, et donc du coup ils relisent. Mais voilà, donc à vos risques et périls. Ensuite, Virus LIV3 ou La mort des livres de Christian Grenier au livre de poche. Délivrez-nous des livres! Face à la tyrannie des lettrés qui ont interdit tous les ordinateurs au profit du livre, les zappeurs ont trouvé un moyen radical de ramener l'image au cœur de la vie. Leur arme, un virus diabolique qui efface les mots des livres à mesure qu'ils sont lus et transporte le lecteur à l'intérieur des pages. Alice, une jeune fille favorable aux technologies modernes, représente la dernière carte des lettrés. Elle seule est capable d'identifier l'inventeur du virus et de trouver un antidote. Quand je lis ce résumé, ça me dit rien. Je me souviens juste du fait que c'est une romance. Effectivement, il y a les lettrés contre les zappeurs. Donc c'est un petit peu le Roméo et Juliette de cet univers-là. ASMR ronron. Elle va me bouffer. C'est donc une romance, c'est encore un univers de livres, puisque il me semble que l'héroïne principale est du côté des livres, d'accord, et elle va en fait entrer dans l'univers des zappeurs avec donc un homme qui est du côté plutôt de la technologie. Et je me souviens plus du tout de cette histoire de guerre avec les mots qui disparaissent des livres, honnêtement je me souviens plus de ça. Je me souviens du reste, je me souviens de la teneur de la romance, je me souviens de la particularité des deux personnages, tout ça que je ne vais pas spoiler parce que je trouve que ça fait partie au contraire du charme du livre. C'est encore une fois un livre jeunesse, peut-être que ça a vieilli, peut-être qu'effectivement c'est très enfantin, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais j'avais adoré. En tant que fan de romance, ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, je vais vous parler de Mathilda de Roald Dahl aux éditions Folio Junior. Là, c'est beaucoup de classiques dont je vous parle. Mathilda, je pense que tout le monde connaît, mais je vais quand même en parler parce que c'est la base de l'enfant qui se découvre un pouvoir magique et puis qui va l'utiliser un peu pour se faire justice. L'autre jour, nous avons vu Mademoiselle Le Gourdin attraper une fille par ses nattes et la projeter par-dessus la barrière du terrain de jeu. Le père de Mathilda Vert de Bois pense que sa fille n'est qu'une petite idiote. Sa mère passe tous ses après-midi à jouer au loto. Quant à la directrice de l'école, Mademoiselle Le Gourdin, c'est la pire de tous. Un monstrueux tyran qui trouve que les élèves sont des cafards. Elle les enferme même dans son terrible étouffoir. Mathilda, elle, est une petite fille extraordinaire, à l'esprit magique, et elle en a assez. Tous ces adultes feraient bien de se méfier, car Mathilda va leur donner une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je pense que cette histoire m'avait beaucoup parlé, et j'ai pas envie de dire que je suis dans la situation de Mathilda, heureusement, non, j'ai eu des parents tout à fait corrects avec moi. J'étais très solitaire, très distante des autres, et je me souviens que je parlais beaucoup aux adultes, beaucoup aux professeurs, quand j'étais très petite. Mathilda, elle va trouver en fait en la personne d'une professeure qui la traite comme elle devrait être traitée, elle va trouver une amie. Et j'avais vraiment beaucoup aimé en fait toute cette histoire de magie, où finalement Mathilda va se découvrir des pouvoirs, va développer un petit peu ses pouvoirs, va les utiliser pour se protéger, pour se défendre, et aussi va trouver quelqu'un pour veiller sur elle, alors qu'elle n'a vraiment personne, quoi. Ni ses parents, ni la directrice en l'occurrence, qui visiblement est une très méchante personne. Je ne me souviens plus du tout, encore une fois, de ce que ça raconte, donc quand je lis ce résumé, en tout cas la première phrase, ça m'a fait un peu bizarre, je me souviens plus exactement de tout ce qui se dit, mais je me souviens de ces histoires de pouvoir et de cette gentille professeure qui était là pour elle. Et ça me fait chaud au cœur rien que d'y penser. Donc encore une fois, pour une lecture jeunesse, je recommande, j'avais adoré ça.
Et enfin, je vais vous parler du Fils maudit. Le Fils maudit, c'est également un roman lu quand j'étais au collège, au CDI. J'ai pris ça, je sais même pas ce qui fait que j'ai pris le bouquin. C'était une couverture, voilà, avec une petite une vieille photographie dessus, un bout de scotch, rien de particulier. Ça, je sais franchement pas ce qui m'a donné envie de lire ce bouquin. Hélène Marie Alphin, c'est aux éditions Pocket Jeunesse. À 14 ans, Frédéric cherche désespérément une issue. Il voudrait fuir la puanteur du cellier où il est enfermé. Les cris et les coups qui pleuvent au rez-de-chaussée, les sévices que Pop lui inflige. Un jour, Frédéric s'échappe et endosse l'identité de Neil Lassie, un jeune garçon qui a été enlevé par l'effroyable Pop 6 ans auparavant. Une autre vie commence, des parents aimants, un frère, une sœur, et surtout le courage d'affronter les moments difficiles. Alors, Frédéric reprend espoir et découvre peu à peu qui il est vraiment. Le Fils maudit a obtenu en 2001 le prestigieux prix Edgar Allan Poe, récompensant le meilleur roman pour adolescents. En gros donc, c'est l'histoire du fils d'un kidnappeur tout simplement. Le kidnappeur emmène des enfants chez lui, les torture, et le héros est malheureusement témoin de tout ça. Souvent, il essayait un petit peu de les aider, de leur dire faut surtout pas pleurer parce que mon père il aime pas ça, si vous pleurez ça va mal se terminer pour vous. Et malheureusement, sa prédiction se réalisait, donc il était un petit peu voilà, enfermé dans ce cellier avec son père qui continuait d'enlever les enfants un par un. Un beau jour, la police débarque, emmène son père et lui, il va trouver une échappatoire, il va s'enfuir et sachant que son père gardait des dossiers sur tous les enfants qu'il enlevait, il avait la petite photo, les informations, plein de choses sur eux. C'était un peu ses trophées, quoi. Eh bien, il a choisi un enfant qui lui ressemblait vaguement, bon. Et il s'est dit, de toute façon, j'ai un profil type, brun, je sais pas, enfin, il considérait que c'était à peu près ça, quoi, et qu'on pouvait plus ou moins dire que s'il avait grandi, parce que du coup, il avait été enlevé, cet enfant-là, à l'âge de 8 ans, et lui, je sais pas quel âge il a, mais je crois que, voilà, il a 14 ans. Et donc, il se dit, entre 8 et 14 ans, on peut considérer que, voilà, que c'est approximatif, c'est à peu près lui, quoi. Et il décide de se faire passer pour cet enfant enlevé. Et il va se retrouver dans cette famille qui est tellement heureuse de le retrouver, mais tout le monde ne sera pas si convaincu que ça. Et c'est là qu'il va devoir convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, plus un certain détective qui se méfie énormément de lui. Et il va devoir faire en sorte de devenir le parfait enfant perdu de cette famille. J'ai franchement beaucoup aimé cette histoire. C'était super, on sentait que l'autrice, en fait, elle maîtrisait le sujet, en fait. Elle parlait de traumatisme qu'il avait vécu, même s'il était le fils de ce kidnappeur. Il avait lui aussi ses propres séquelles. Enfin, j'ai rien de plus à dire parce que finalement, il y a toute une histoire qui se déroule et des choses qu'il faut pas spoiler aussi. Donc voilà, c'est une recommandation de plus. Un coup de cœur que j'ai eu quand j'étais au collège. C'est terminé pour cette vidéo. Si jamais vous avez déjà lu ces livres, que vous avez votre propre avis, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, que ce soit si vous l'avez lu il y a très longtemps ou tout récemment. Si vous décidez de suivre mon conseil et de lire ces livres ou de les recommander à quelqu'un. Pareil, j'aimerais bien savoir si ça n'a pas trop vieilli et si c'est toujours intéressant à lire ou toujours aussi bien pour les enfants. Je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo.